Frédéric était un mordu de sport et il y a 2 ans encore, il passait son temps entre les terrains de foot et les sorties entre amis. Mais aujourd'hui, ses souvenirs sont bien loin, car Frédéric est désormais cloué sur un fauteuil roulant et ses journées sont rythmées par les séances de rééducation quotidienne. À 25 ans, le jeune homme a vécu un véritable calvaire. Alors tout commence en juin 2017. Frédéric, en couple depuis 5 ans, décide de reprendre son indépendance. Il rompt avec sa petite amie Caroline et retourne vivre chez sa mère. Mais le 21 juin, alors qu'il est chez un ami, il aurait reçu des dizaines d'appels de son ex. Le jeune homme n'a pas envie de décrocher son téléphone, mais préoccupé par la situation, il finit par se rendre chez Caroline et sa mère pour avoir des explications. Il se dit qu'il en profitera pour récupérer quelques affaires. Mais malheureusement, ce soir-là, rien ne va se passer comme prévu. Frédéric serait en fait tombé dans un dangereux guet-apens. Avant d'accueillir Frédéric et sa maman sur ce plateau, retour sur cette soirée qui a brisé la vie de toute une famille. Nous sommes à Lille, dans le nord de la France. C'est ici que vit Frédéric, un intérimaire de 23 ans. Depuis 5 ans, Frédéric est en couple avec Caroline, 22 ans. Les deux jeunes gens se sont rencontrés dans un stade de foot, alors que Frédéric était sur la pelouse et Caroline, elle, dans les tribunes. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Et au bout de 4 mois de relation, Frédéric s'installe avec Caroline chez sa belle-mère. Mais en juin 2017, Frédéric décide de rompre. Sa relation avec Caroline s'est détériorée et le jeune homme veut retrouver son indépendance. En attendant de retourner vivre chez sa mère, il se fait alors héberger chez son meilleur ami qui habite non loin de chez Caroline. Mais bientôt, la nouvelle vie de Frédéric va voler en éclats. Le 22 juin, 5 jours après sa rupture, il est 20h30 lorsque Frédéric, qui joue tranquillement aux jeux vidéo chez son ami, aurait reçu une dizaine d'appels de son ex-copine. Épuisé par ce harcèlement, il décide alors de se rendre chez Caroline, pensant ainsi récupérer ses affaires. Mais en l'accueillant dans l'appartement au 3e étage de l'immeuble, la mère de Caroline l'aurait giflé. Choqué par cet accueil, Frédéric s'apprête alors à repartir, mais la porte d'entrée est verrouillée. Soudain, un inconnu aurait surgi dans la pièce et il aurait asséné un violent coup de poing dans l'oreille de Frédéric. À terre, le jeune homme essuie d'autres coups. Puis, sans vraiment comprendre ce qui lui arrive, Frédéric se sent tout à coup soulevé du sol. Il se rend alors compte que sa belle-mère et l'homme sont en train de le porter. Quelques secondes plus tard, il chute de 3 étages. Frédéric se retrouve alors face contre terre, dans la rue, inconscient. Il convulse. Les pompiers dépêchés sur place embarquent le jeune homme et le transfèrent d'urgence à l'hôpital. Dans le service de réanimation, Frédéric est plongé dans le coma. Il souffre d'un traumatisme crânien, de multiples fractures, d'un œdème cérébral et sa colonne vertébrale est touchée. Les médecins ignorent si le jeune homme se réveillera un jour. Mandy, la mère de Frédéric, est contactée le lendemain par l'hôpital. Au téléphone, les soignants la prient de venir au plus vite, sans préciser dans quel état se trouve son fils. En arrivant sur place, la mère de famille est sous le choc. Les médecins expliquent alors à Mandy que Frédéric aurait tenté de se suicider en se défenestrant chez Caroline. La mère du jeune homme ne veut pas y croire. Et pour le moment, sa seule priorité est que son fils survive. Mais alors, que s'est-il vraiment passé ? Frédéric a-t-il été défenestré par vengeance ? Et comment le jeune homme va-t-il s'en sortir après cette chute de plus de 7 mètres ?
Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Frédéric. Bonjour monsieur. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Merci ce plateau. C'est un long combat que vous avez mené pour être là aussi, pour retrouver la parole. Vous êtes aujourd'hui dans un fauteuil roulant. Oui, malheureusement. Malheureusement, vous allez nous raconter comment, mais en tout cas, vous avez le sourire et c'est bien de vous avoir sur ce plateau. C'est moi qui devrais vous remercier. Bonjour Mandy. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la maman de Frédéric. Bonjour Maître Pauline Colette, vous êtes l'avocate de Frédéric. Mandy, je vous voyais très émue en revoyant les images dans le reportage. Qu'est-ce qui vous a beaucoup touché? De tout revoir. De voir mon fils dans cet état. D'avoir tout perdu. Il est là quand même. Oui, il est là. Ça c'est important. Oui, très important. On va essayer de reprendre cette affaire depuis le début. Frédéric, vous avez rencontré cette jeune fille qu'on appelle Caroline. Vous l'avez rencontrée sur un terrain de foot, je crois. Au foot. En fait, j'étais à l'entraînement. Et elle et une amie à elle qui sont venus voir quelqu'un. Mais elle m'a vu et après, voilà. C'était le coup de foudre, sur le moment. Pas moi, elle. Mandy, comment ça s'est passé la relation entre eux? Je trouvais que c'était pas... Enfin, pour Frédéric, il est avec elle, c'est le grand amour. Moi, non, c'était pas... Je le sentais pas, dès le départ. C'est elle que vous sentiez pas trop, en fait? Pourquoi? La famille. Sa mère, déjà, je l'ai vue une fois et je me suis dit, il est mal tombé. Elle est vulgaire. C'est une maman où elle travaille pas. Elle touchait les allocations et le RSA. Je pense que si elle a demandé à mon fils d'aller vivre là-bas, c'était pour toucher le complément de RSA. Et que Frédéric, comme il avait que 18 ans, c'est de toucher les allocations. Oui, parce qu'en fait, très vite, ils vont se mettre ensemble et en fait, ils vont partir vivre. C'est-à-dire que vous allez vivre avec elle, vous allez vivre chez la maman. C'est ça. Et voilà, et vous allez vous installer là-bas. Et ça va durer quoi? 5 ans à peu près? 5 ans, oui. 5 ans. Pendant ces 5 ans, vous m'en dites comment vous êtes? Vous êtes inquiète? Oui, je suis inquiète parce que on ramène de l'argent à Frédéric régulièrement, on ramène des sacs avec de la nourriture, des cigarettes pour son ex-petite amie. Donc je veux dire, c'est les grands-parents, ils font ça, le papa, moi. Donc au final, quand au bout de 4 ans, il décide de se séparer d'elle, enfin de 4 ans et demi, 5 ans, il décide de se séparer d'elle, vous êtes plutôt content? Ah oui. Le 15 juin, quand il est rentré à la maison, bien sûr, on est heureux. On se dit, il va reprendre une activité professionnelle et puis il va redémarrer quelque chose de constructif. Vous, Frédéric, ça a été un soulagement quand vous avez arrêté, quand vous avez décidé de... Ah oui. Pourquoi? J'ai vécu 5 ans où c'était pas très bien. Ouais, où c'était compliqué en fait. Très compliqué même. Ouais. Et puis il y a ce fameux jour où elle appelle à plusieurs reprises sur votre téléphone portable. Ce jour-là, je préfère vraiment l'oublier. On va essayer de le raconter. Alors, je vais en parler avec votre maman si vous n'avez pas très envie d'en parler. Oui, d'accord. Mais il a appelé à plusieurs reprises donc sur son téléphone portable et il décide d'y aller. Oui, il décide d'y aller. Parce que je me demandais, il y a un truc bizarre. Je suis harcelé. Moi, je me suis dit, il se passe quelque chose. Mais je pensais pas que c'était ça. Ouais. Et tu peux expliquer? Vous voulez que j'explique quoi? Allez-y, je vous en prie. Et expliquez-nous ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé. Je suis allé là-bas chercher le minimum d'affaires. Je pouvais pas prendre mon lit, mon meuble. J'étais seul. Ouais. Je voulais prendre le minimum, quoi. Vous voulez prendre les vêtements, les t-shirts, vous avez dit, je vais passer, je reprends mes affaires et je m'en vais. Voilà, et je pars. Ouais. Et quand vous êtes arrivé, en revanche, on vous est tombé dessus. Oui, voilà. Il y avait la maman. La maman, elle m'a occupé comme ça, genre. Et elle m'a occupé. Et moi, je voulais partir. Mais la porte, elle était fermée à clé. Et il n'y avait plus les clés sur la porte. Et d'un coup, la maman, elle crie Julien. Elle crie...
C'est pas grave. un oui. truc. Et la personne, elle sort de la salle de bain. Et c'est un homme que vous ne connaissiez pas, Non. qui était là. Et en fait, tous les deux Je vont l'ai vu vous... que de vue, lui. Ouais, tous les deux vont vous taper. Vous Lui, tombez en à tort. premier. Et vous tombez à terre. Oui. Lui, en premier, il me frappait dans l'oreille et je tombe par terre. Là, à Et ce il moment-là, monte sur moi. ils vont vous soulever. Avant, il monte sur moi Ouais. et il me frappe. Et après, la mère, elle prend la barre d'eau et elle me frappe dans l'estomac. Elle vous frappe avec la barre de rideau. Avec la barre de rideau, là. Et j'avais pu respirer. Et là, elle m'a soulevé, lui m'a soulevé par là, il m'a jeté. Et après- ils vous ont jeté par le balcon du 3e étage. Exactement. Et après, je vous avoue, je me souviens plus. Bah, c'est normal parce que vous arrivez face Très contre vite. terre Très vite. et vous perdez connaissance. Ah, directement. Hein. Maître, on sait précisément ce qui s'est passé parce que, on va dire les choses, c'est sa version que conteste bien évidemment la famille, puisque la famille chez qui vous étiez dit que c'est vous qui avez sauté parce que vous avez souhaité vous suicider. C'est leur version, je sais que c'est pas du tout la vôtre, mais c'est leur version à eux. Vous dites en fait non, c'est eux qui l'ont frappé et qui l'ont jeté par-dessus, c'est ça, maître? C'est Frédéric qui raconte effectivement qu'il s'est fait... on lui a sauté dessus, on l'a frappé et on l'a jeté. Et dès le départ, c'est sa version, c'est-à-dire qu'il n'a jamais varié. Dès qu'il a pu retrouver la parole, il s'est exprimé et a raconté exactement ce qu'il vient de vous dire. Mandy, comment vous l'apprenez, vous, ça? Par le CHR de Lille. Qui vous appelle? Oui, alors dit j'ai quoi pas compris tout de suite parce que je me suis dit, elle a mon numéro de téléphone, je l'ai encore en ami sur Facebook. Vous parlez de la maman de sa copine? Non, son ex-copine. Ah, de son Elle ex. sait où je vis, mais elle dit à la police que elle sait pas où je vis, alors qu'elle venait manger à la maison avec mon fils à cette époque. Donc déjà, j'ai trouvé ça très suspect. Et qu'est-ce qu'on vous dit au téléphone? On vous parle de l'état de votre fils? Non, on me dit, j'ai compris, parce qu'on me dit, vous êtes la maman de Tintin Claude Frédéric. Je dis oui, il faut que vous venez tout de suite, il faut qu'on vous parle de votre garçon, quoi. Et je lui dis, dites-moi ce que vous avez à me dire au téléphone. Non, on peut pas. Non, j'ai compris que c'était très grave. Donc vous allez là-bas? Je vais là-bas, et là, avec mon mari, bien sûr. Et on nous annonce que Frédéric aurait fait une chute d'autant de mètres. De 7 mètres? Ouais. Et donc, il nous accompagne dans la chambre. Et là, moi, je vois mon fils, mais je vois des cocos. J'ai eu mon fils au téléphone de la veille pour lui annoncer qu'il allait pas tarder à travailler. Donc, il est content. Je comprends pas. Je me dis, 2 heures après, il chute. C'est pas normal. Et là, je retire le drap. Et je vois qu'il y a des griffes et tout, donc je fais des photos de son corps, par précaution. Et puis, voilà. Et Il est dans quel état? Il est dans le coma? il est dans le coma et ils savent pas s'il va s'en sortir. Ils ne donnent pas d'espoir. Il ne donne pas d'espoir? Non, ils demandent de faire venir ses sœurs, c'est jusqu'aux plus petites, les grands-parents, tout le monde. Pour lui dire adieu? Oui, en cas où. Oui. Qu'est-ce que vous dites, vous? Je refuse. Je ramène pas les enfants, les petites déjà. Il est dans un état où mes petites filles doivent pas le voir comme ça. Et je refuse, je reste dans le déni. Et vous voulez vous battre pour lui? Hein? Oui, oui, Vous lui parlez? oui, oui. Vous lui dites quoi? Qu'il ne doit pas partir, de se battre, qu'on est tous là pour lui. Stéphanie Germani, docteur en psychologie, c'est un moment terrible pour une maman, en fait, de se retrouver soudain comme ça à l'hôpital. Surtout qu'on lui annonce à ce moment-là qu'il a voulu se suicider. Donc c'est pire parce que je pense qu'on se dit j'ai dû rater quelque chose, si c'est vrai, Oui. même si vous n'y croyez pas trop, mais vous dites qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des questions et puis il y a ce fils Frédéric qui est avec nous aujourd'hui, heureusement, mais
on l'a dit, il va peut-être partir. L'épreuve la plus douloureuse pour une maman, c'est bien évidemment de perdre son enfant. Donc forcément, face à une situation comme telle, où il n'y a pas d'éléments qui peuvent nous donner des indices face à la disparition d'un sujet, là, c'est du côté du traumatisme. De plus, le traumatisme aussi du visuel. J'imagine quand vous rentrez la toute première fois dans la chambre, je n'ose mettre des mots, et tellement ça devait être d'une violence extrême. C'est ça. Et les paroles des médecins qui viennent signifier à la maman que quelque part, c'est ses derniers moments à vivre. Donc on peut qu'être en compassion avec les éprouvés que vous avez pu vivre. Et évidemment, face à ces situations-là, on ne le dira jamais assez, il faut absolument être accompagné, car aucune personne mérite de traverser des situations comme telles. Il faut parler, il faut mettre des mots. Et d'ailleurs, vous tous, c'est très courageux de venir dans cette émission. Merci. Le lendemain, en tout cas, après avoir appris la terrible nouvelle, Mandy, vous accusez le coup, vous décidez rapidement de vous rendre sur place également pour obtenir des réponses. Mais là, vous allez être confronté à un choc supplémentaire. Oui. Alors que Frédéric est plongé dans le coma, Mandy cherche à comprendre ce qui a bien pu se passer. Elle se rend alors au domicile de Caroline et de sa mère, dans l'espoir qu'elles lui en disent plus. Mais la mère de famille est accueillie par des brimades et une altercation éclate. Mandy réussit simplement à récupérer quelques vêtements de Frédéric, déchirés et mélangés à des détritus. Et elle n'est pas au bout de ses peines. Certains voisins vont lui raconter avoir entendu le bruit assourdissant de la chute de Frédéric ce soir-là. Ils affirment avoir regardé par la fenêtre, puis s'être précipités dans la rue pour venir en aide au jeune homme. Là, ils auraient croisé des individus rôdant auprès de Frédéric. Mais au bout de quelques secondes, ils seraient repartis, sans rien dire, et surtout, sans prévenir les secours. Face à ces déclarations alarmantes, Mandy, profondément choquée, se rend au commissariat et porte plainte le 26 juin pour non-assistance à personne en danger. Mais sans le récit de Frédéric, qui est toujours dans le coma, l'enquête ne peut pas avancer. Mandy, épuisée, passe ses journées à l'hôpital, aux côtés de son mari, à attendre que son fils sorte du coma. 2 mois plus tard, c'est la délivrance. Frédéric se réveille. Mais le jeune homme ne peut plus parler. Il utilise alors une tablette pour écrire et confie à ses parents qu'il n'a pas tenté de se tuer. En novembre 2017, Frédéric, toujours hospitalisé, retrouve la parole. Il est alors rapidement auditionné par la police. Mais depuis 2 ans, l'enquête ne progresse pas. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crime et Faits divers avec Frédéric qui est toujours avec nous, Mandy, sa maman, et maître Pauline Colette, l'avocate de Frédéric. On va revenir avec vous dans un instant sur la procédure judiciaire. Mandy, vous avez tenté très vite de connaître la vérité. Oui. Il y a des voisins qui ont raconté avoir entendu le corps de Frédéric tomber à terre. Ils sont descendus, ils ont regardé mon fils et sont remontés sans appeler les secours ni la police. Votre fils qui convulsait, Frédéric, à ce moment-là, vous vous en souvenez pas, mais d'après ce qu'on a pu savoir, il était à terre, il convulsait à ce moment-là, parce que la chute du 3e étage, c'est... Et son ex-belle-mère, elle était avec beaucoup de haine, a priori. Beaucoup de haine. Frédéric, quand on raconte cette histoire-là que vous venez d'entendre dans le reportage, vous rendez compte que c'est vous, que c'est votre histoire? Vous arrivez à réaliser? J'ai du mal à imaginer que des gens méchants comme ça existe. C'est tout. Il y a eu avant, il y a après, même si on parlera encore une fois du côté judiciaire, mais vous, aujourd'hui, vous avez la chance d'être vivant. Vous étiez très sportif avant. Ça, oui. Voilà, on voit une photo de vous avant, d'ailleurs, sur l'écran. Et aujourd'hui, vous êtes en train de vous remettre petit à petit. Vous faites beaucoup de rééducation parce que votre volonté, c'est remarcher et sortir de ce fauteuil. Voilà. Et vous vous battez pour ça. Bien sûr. Mais pour ça, il y a aussi la justice, maître. Oui. Parce que il faut qu'on lui rende justice et je le redis parce que je suis obligé, encore une fois, c'est sa version qui est totalement différente de la version de la famille qui n'est même pas mise en examen, d'ailleurs, dans cette affaire. Expliquez-moi pourquoi, d'ailleurs. J'ai du mal à comprendre.
Moi aussi, j'ai du mal à comprendre. En fait, dès le lendemain, Madame Boulanger m'a contactée pour me dire qu'il y avait eu un accident. Et je me suis rendue tout de suite au tribunal. On a un service, vous savez, ils ont un service de traitement des infractions instantané. Et je leur ai dit, il y a eu un souci. Est-ce que vous avez entendu parler de ce dossier? Parce qu'en fait, la famille est très inquiète. Et si vous voulez, les services de police et les services du parquet sont partis sur l'hypothèse du suicide. Donc ils ont laissé... C'était la version donnée par la famille de son ex-copine. Voilà. Et puis les constatations qui ont été faites, voilà, un homme qui se jette par la fenêtre, qui est retrouvé au sol et a priori aurait sauté du 3e étage, on pense tout de suite à un suicide. Mais moi, j'ai tout de suite fait confiance à Madame Boulanger qui m'a dit non, c'est pas un suicide, Frédéric ne se serait jamais suicidé. Donc elle a bataillé, vraiment. Je crois qu'on peut le dire, c'est exceptionnel. Elle a vraiment bataillé et moi, de mon côté, j'ai fait ce que j'ai pu pour qu'on puisse avoir au moins une ouverture d'information judiciaire pour éclaircir cette situation et savoir ce qui s'est passé. Mais ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. En 2 ans, cette famille a été entendue? Non. Non? Non. Pas par le juge d'instruction. Il y a eu une enquête préliminaire. Ouais. Le juge ne les a pas entendus? Non. Il y a une enquête préliminaire qui a été faite, qui a été renouvelée une semaine, et ensuite une enquête de flagrance, pardon, et ensuite on est parti sur une enquête préliminaire jusqu'au mois de novembre. Et c'est seulement en novembre qu'une information judiciaire, donc l'enquête a été confiée à un juge d'instruction pour pouvoir effectivement entendre ces gens et envisager des mises en examen, mais pas du tout. Maître Sandrine Pégan, c'est normal ce délai, 2 ans sans qu'un juge d'instruction n'entende cette famille où le drame s'est passé? Alors, je ne vous cache pas que je suis extrêmement intriguée, tout comme vous, consoeur. Oui. Mais à partir du moment où on est acteur aussi dans cette information judiciaire, c'est qu'à partir du moment où vous avez réussi à ce qu'il y ait une ouverture d'information qui soit faite, dans ces cas-là, il faut faire des demandes d'actes. J'ose imaginer que vous l'avez fait, parce qu'une partie civile a le droit de demander à un juge d'instruction qu'il soit procédé à des actes nécessaires à la manifestation de la vérité. Donc là, dans ce dossier, en fait, j'ai envie de prendre le problème à l'envers. C'est pas qu'il n'y a pas de preuves, c'est que la justice, finalement, elle ne veut pas aller en chercher des preuves. Parce que le juge d'instruction, il a un délai d'1 mois, une fois qu'on fait une demande d'acte, et notamment d'acte d'interrogatoire de la famille, que vous avez désigné comme éventuellement auteur de ce qui s'est passé. Le juge d'instruction a un délai d'1 mois pour pouvoir rendre une décision motivée, si c'est une décision de rejet. Dans ces cas-là, on serait quand même curieuse de savoir quelle est la motivation d'un juge d'instruction qui ne veut pas entendre les personnes qui sont désignées par Frédéric. Oui, c'est assez simple, effectivement. J'ai fait des demandes d'actes, puisque rien ne se faisait. J'ai fait des demandes d'actes. Certains actes ont été effectivement réalisés, mais non pas... Alors, par des commissions rogatoires. Donc le juge d'instruction a saisi des services de police pour faire ces actes, mais ce n'est pas le juge qui a entendu les personnes que je souhaitais qu'elles soient entendues. Et la difficulté, c'est que du coup, il n'y a pas un véritable débat par rapport aux faits qui ont été rapportés par Frédéric. Et le problème aussi dans cette affaire, c'est que Frédéric a passé 2 mois dans le coma, donc il n'a pas pu parler. Non. Tout le monde a développé et a suivi la piste du suicide, parce que c'était celle qui était expliquée. Et vous, Frédéric, quand vous sortez du coma, c'était le 13 août, je crois, vous sortez du coma. Non, pas le 13 août. Pas le 13 août. Bon, en tout cas, vous sortez au bout de 2 mois, vous sortez du coma. Et là, on vous dit, tu t'es suicidé, c'est ça? Quelqu'un vous le dit? Il pensait. Ouais, mais vous, quand on vous le dit, vous pouvez pas parler à ce moment-là. Et je crois que vous utilisez une tablette. Ça me rendait fou. Ça vous rendait fou? Je me dis, mais c'est n'importe quoi. Parce que si j'aurais voulu me suicider, je l'aurais fait sur mon meilleur ami. De l'ami où j'étais juste avant. C'est le 8e étage. Déjà ça, il y a toujours une solution. Ouais. Oui, vous seriez pas allé chez elle sans raison pour vous suicider, c'est ce que vous dites. Et en plus, voilà. Elle est au 3e étage. Exactement. Et votre ami est au 8e étage où vous étiez avant. Exactement. Ouais. Mais dans votre tête, ça doit être terrible parce que vous pouvez pas parler à ce moment-là. Ah oui, ça, je dis pas ça. Ça m'en fout. Et mon beau-père, qui m'a beaucoup aidé quand je suis sorti du coma, il m'a passé son téléphone. Et sur son téléphone, j'ai marqué la personne. Voilà, et... Vous avez mis le nom de la personne qui vous avait jeté par-dessus. Et je lui ai dit, en gros, il m'a acheté. Et on a recherché là, on voit les photos. Et quand j'ai vu sa photo, j'ai reparlé direct. Vous vous êtes remis à parler en voyant la photo de l'homme qui vous a jeté. J'ai parlé directement. Mandy, vous étiez là? Oui, c'est moi. J'ai fait des recherches. Ouais. Donc, il s'était trompé sur le nom de famille, comme il s'était battu avec quelqu'un avant. Et du coup, moi, j'ai demandé à un de ses amis d'enfance et il m'a donné le nom de famille de cette personne. Et là, j'ai fait des recherches sur Facebook.
Et quand vous lui avez montré la photo, il a retrouvé la parole. C'est ça. C'est incroyable. C'est ça. C'est juste quand même, Stéphanie Germani, c'est incroyable la puissance du cerveau. Oui. Et à ce moment-là, ce déclic Tout à fait. qui fait qu'alors qu'il peut pas parler, alors qu'il est dans le coma, qu'il était depuis 2 mois dans le coma, Tout à fait. il retrouve la parole. Oui, j'aime Il a beaucoup eu un recul en arrière, oui. Ouais. Et là, J'aime beaucoup votre terme, la puissance du cerveau. C'est-à-dire que la photo réactive toute la vie psychique au point que ça Indirectement, oui. débloque le discours. Oui. C'est vraiment fascinant. C'est assez rare, à vrai dire. Mais là, on voit que le circuit psychique se remet en place. Quelque part, il y a besoin enfin de pouvoir exprimer des choses et c'est par la photo que vous pouvez en fait mettre des mots. Je trouve que c'est assez exceptionnel. Mais j'étais choquée quand j'ai Ben vu la oui. photo. Oui, c'est le choc en fait. Ouais, C'est tout à fait. Ça m'a choquée, voilà. par le choc. Et quand il vous dit, Mandy, quand il vous dit, mais je n'ai pas voulu me suicider, on m'a jeté. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous réagissez comment? je suis pas étonnée. C'est un soulagement aussi en même temps? Oui, oui, oui. Je le crois tout de suite et je suis pas étonnée par rapport à la haine qu'elle avait déjà envers moi quand je suis allée chercher ses affaires. Et vous parlez de votre beau-père aussi qui vous a beaucoup aidé dans cette affaire. Ah, il m'a beaucoup aidé, ça c'est sûr. Ouais. Et là, c'est suicidé un peu après. Vous pensez que c'est un lien avec Oui, Ah oui, oui, oui. beaucoup. Il travaillait, on passait tous les jours à l'hôpital. Et c'était, on n'avait plus de chez nous. On passait notre vie à l'hôpital. On rentrait et puis on se couchait. Bientôt, on avait le temps de manger. On prenait plus le temps. On n'avait plus de vie comme on avait avant. Et au bout de 8 mois, c'est 8 mois, c'est ça? Oui. Au bout de 8 mois, il a décidé de se donner Oui. la mort. Pour vous, j'imagine que c'est un choc de plus. En fait. Énorme. oui. Énorme. Parce qu'en 5 ans, il a pris Il m'a soin de ma beaucoup famille. protégé et- Énormément. Et pour vous dire, moi, il m'appelait pas Frédéric. Il m'appelait Fiston. Maître, il va se passer quoi maintenant? Alors, bonne nouvelle, nous sommes convoqués le 4 décembre pour être enfin entendus par le juge d'instruction. Il faut savoir que le juge d'instruction a été changé, il y a eu un changement de cabinet et on va être enfin entendus. Donc déjà, on aura accès à la procédure plus librement. Et surtout, c'est que le juge d'instruction pourra se rendre compte par elle-même de la situation. Frédéric, comment vous allez? Ben, je vais toujours bien, sauf que, ben, des fois, j'ai un petit... comment dire? Un petit down, ça descend un peu, Voilà. quoi. C'est le moral qui descend. Là, c'est le moral qui descend d'un coup. Mais bon, il remonte après. Mais je crois que vous avez du mal aussi à exprimer les sentiments. Vous n'arrivez Oui, plus à oui. pleurer, je crois, par exemple, c'est ça? Ben, j'arrive pas à faire montrer que je pleure, mais au fond, dans mon corps, je le ressens. Je pleure, mais à l'intérieur, quoi. Pas comme ça devant vous. Ouais. Mais je pleure, mais personne ne le voit. Vous êtes en colère? Bien sûr, qui serait pas en colère après ça? Mais bon, la vie continue. Mais vous avez envie de vous battre? Bien sûr, pour ma mère déjà. Et pour moi, bien sûr. Mandy, quand il vous dit ça? C'est touchant. Oui. Et j'espère bien qu'ils vont encore se battre. Bah, ça, c'est sûr et certain. C'est aujourd'hui un combat que vous menez tous les deux, au fond. Oui. Pour tous les deux, tous les 5, 6 même. Oui, ton Papa, les oui. enfants. Ouais, c'est justice que vous réclamez Oui. aujourd'hui. Vous voulez qu'on justice soit faite. reconnaisse qu'il n'a pas voulu se suicider. C'est ça. Voilà, moi, C'est important pour vous. Oui. Surtout pour moi, c'est important. Ouais. Et reconstruire une vie. Parce que les gens pensent que j'ai voulu me suicider, moi, ça m'en fout. Parce que c'est pas du tout ça, oui. Stéphanie Germani, il a une force incroyable et un amour Alors, pour sa maman aussi. Ah oui, tout à fait. Alors, on est censé être neutre, nous les psys. Dans ce cas de situation, c'est impossible de rester neutre. Je vous trouve merveilleux, je vous trouve incroyable et je vous souhaite vraiment que la justice puisse être faite. Merci à vous. Parce que vous méritez vraiment que la situation puisse changer. Comme vous dites, c'est pas sain quelque part que ces personnes, si ces personnes sont responsables des faits, qu'elles restent comme ça impunément à vivre normalement. C'est pas normal. Donc vraiment, encore une fois, vraiment, Moi, je c'est suis... ma mère que je voudrais remercier. Oui. Parce qu'elle m'a trop bien élevé, éduqué, tout ça, quoi. Merci. Merci, moi. Mais c'est Oui, que dire hein, C'est moi qui ai pas c'est dur, hein. C'est dur.
Ouais. C'est dur, mais vous allez y arriver, Oui. sincèrement. Oui, En tout cas, vraiment bravo. Bravo pour avoir osé venir, mettre des mots. C'est là aussi encore une preuve de courage. Si à sorcier aujourd'hui je me bats, c'est pour ma mère. Hein. Et la vérité finira par éclater. Et mes frères, sœurs, bien C'est ce sûr. que je dis toujours. Merci en tout cas Frédéric. Merci Mandy, J'ai un merci. exemple à montrer à mes petites sœurs et petits frères. Merci à tous les trois. Donc c'est la première fois. Oh, c'est grand. Très ému. Merci. Ah, vous Merci inquiétez beaucoup. pas, monsieur. Merci beaucoup. Voilà, on va faire une pause. On va se retrouver juste après. À tout de suite. Chaud.